Donc, on a parlé du mariage, on a parlé aussi un peu du divorce, on a abordé la question de la transmission. La place du testament par rapport à ça, est-ce que finalement le testament s'impose au contrat de mariage? Est-ce que, je prends un exemple extrême, un couple en séparation de biens pourrait dans son testament tout léguer en communauté universelle avec les mêmes concepts ou le contraire? Le testament aborde la question de la succession. Un testament est un complément du contrat de mariage. Le contrat de mariage va créer une enveloppe. Le testament va créer la destination. Donc c'est très important de bien comprendre que ça n'a pas la même signification. Deuxième chose, quand on fait un testament ou quand on fait ce qu'on appelle une donation au dernier vivant, on augmente les droits du conjoint survivant. Et en augmentant les droits du conjoint survivant, on rend plus stable le conjoint survivant. Donc ça se joue à la marge, ça ne peut pas remettre en cause le contrat de mariage. Non. Et ce que je voulais rajouter, par testament, vous ne pouvez pas décider par testament, lorsque vous avez des enfants, que l'époux va devenir propriétaire. Vous ne pouvez pas déshériter en quelque sorte vos enfants. Vous êtes obligé de respecter ce qu'on appelle la règle de la part réservataire, c'est-à-dire une part de votre patrimoine qui revient de droit à vos enfants. La participation aux acquets, demande un internaute ou une, est-elle encore conseillée compte tenu de la complexité de sa sortie? Elle n'est conseillée qu'aux époux qui sont capables de s'organiser de telle sorte qu'ils vont conserver leur vie durant les justificatifs qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle la créance de participation. Pourquoi? Parce qu'on vit en séparation de biens sa vie durant. À la dissolution du régime, donc soit au divorce, soit au décès, on va devoir calculer l'enrichissement de l'époux qui devra partager cette moitié avec celui qui s'était moins enrichi. Donc c'est conseillé pour ceux qui rangent bien leurs affaires. C'est ça. Voilà, qui sont ordonnés, qui archivent. Si on n'a pas fait l'école des chartes, c'est pas possible. Est-ce que, on parlait des tendances et de l'évolution de la fiscalité, c'est une cible mouvante, encore plus par les temps qui courent. Est-ce qu'il y a des choses à prendre en compte en ce moment? C'est assez difficile parce que ça évolue tout le temps, ça change pratiquement tous les ans. Vous avez. C'est difficile du coup de se projeter pour un mariage heureux qui va durer sur des donne dizaines un exemple. d'années. En matière de succession, vous avez une règle fiscale qui renouvelle les abattements au bout d'un certain nombre d'années. Les délais ont été modifiés un nombre de fois en 3-4 ans, ce qui fait qu'établir une stratégie, par exemple pour des époux mariés sous le régime de la communauté universelle, de transmission de patrimoine aux enfants sous forme de donation en essayant de bénéficier des abattements, peut être remise en cause par une modification fiscale, et elles sont incessantes. En tout cas, on rappelle cette règle de bon sens, mais qui doit présider à ces choix. On ne fait pas des choix en fonction de la fiscalité. C'est une conséquence. Oui, alors il y a quand même un choix sur lequel on peut peut-être insister, c'est-à-dire qu'il faut ne pas oublier qu'effectivement, entre conjoints, on est exonéré de droits de succession. Entre pacsés, dès lors qu'on est bénéficiaire d'un testament, on est exonéré de droits de succession. En revanche, lorsqu'on est concubin et qu'on a fait un testament en faveur de l'un et de l'autre, on est considéré comme un tiers vis-à-vis de l'administration fiscale et donc on est taxé à 60%. Sur la totalité. Donc oui, ça c'est les différentes gradations finalement de l'union entre deux personnes. Pousser certaines personnes à se paxer ou se marier plutôt que de rester dans une situation de concubinage. Et il n'y a pas de rétroactivité possible ou de choses de cette nature-là, ou non. de calendrier à tenir. C'est-à-dire que l'administration fiscale, vous êtes sur votre lit de mort, je prends encore une fois un exemple extrême, vous signez un Pacs, ça résout tous vos problèmes? Oui. En principe, oui. Sauf à démontrer qu'il s'agit d'un abus de droit et que le partenaire, enfin le jeune partenaire a fait signer un Pacs à une personne qui n'était plus en mesure de le signer ou n'avait plus les capacités intellectuelles. Mais bon. Alors, un ou une internaute avec qui ça se passe peut-être pas très bien avec son conjoint ou sa conjointe, est-ce que l'on peut déshériter son conjoint au profit de ses enfants? Oui, tout à fait. Donc le conjoint n'est pas un héritier réservataire, contrairement aux enfants. Donc il suffit. Zéro à la fin. C'est ça. On peut lui dire non, écoute, t'as intérêt à être gentil ou gentille. Il y a quelques dispositions concernant le logement de la famille. D'usage de l'habitation. Il peut ne pas toucher de liquidité. Mais du tout. oui, vous savez. Donc oui, la réponse est oui, vous pouvez tout donner à vos enfants. Concubin avec un enfant mineur, dans quelle limite le parent survivant peut-il gérer les biens hérités de son enfant?
Alors là, on parle d'autorité parentale. Oui. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Il a l'autorité parentale, donc il va gérer les biens de l'enfant mineur. Voilà. Et pour désigner un tiers, il faudra faire un testament nommant cet enfant légataire universel. Et en vertu des règles du Code civil, on a la faculté de désigner un tiers pour gérer ses biens. Alors, un assureur sans doute ou un agent d'assurance, vous parlez de l'assureur, mais ne faut-il pas l'associer à toute décision car la protection sociale est aussi importante que l'optimisation fiscale? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est pas exclure. Il faut toujours se promener avec son avocat, son notaire, son assureur. Et l'expert comptable. Et l'expert comptable, j'en oublie un. Tout le monde est content. Bon, bien sûr, plus on peut prendre le conseil, mieux c'est. Qu'est-ce qu'on n'a pas évoqué dans cette émission, qui sont des conseils peut-être de bon sens que vous rappelez soit à vos lecteurs, soit à vos clients? Est-ce que justement, ce n'est pas les contrats d'assurance vie? Il faut savoir que les clauses bénéficiaires de contrats d'assurance vie créent la direction du patrimoine, c'est-à-dire créent la direction des fonds qui sont déposés sur ce contrat. On a la faculté, sauf clause manifestement excessive, versement une fois sur ce contrat d'assurance vie, qui a pour but de déshériter les enfants, en tout cas de désigner tel ou tel comme bénéficiaire exclusif de ce contrat. Et donc ça pourra être soit le conjoint qui pourra bénéficier de la totalité de ces capitaux-là, indépendamment du partage avec les enfants. Robin, même question? Moi, je dirais que, pour en revenir au simple contrat, c'est avant de se marier, enfin peu de temps avant, qu'il faut s'interroger sur la nécessité d'adopter un contrat particulier, voire de prévoir un contrat de communauté réduite aux acquets avec des clauses particulières. Et c'est ce que je disais peut-être au début, c'est il faut essayer d'anticiper, ce qui n'est pas toujours évident, sa situation future, patrimoniale, familiale et professionnelle. Un internaute nous fait remarquer qu'il ne faut pas oublier les clauses bénéficiaires des assurances décès. On le met trop souvent au profit du conjoint alors que ce sont les enfants qui payent les droits. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc ça reste les contrats d'assurance décès, les contrats d'assurance vie. Il ne faut pas oublier que effectivement les assureurs ont tendance à prévoir une clause type qui est le conjoint et à défaut les enfants, ce qui permet en fait au conjoint de recevoir l'intégralité des capitaux. Mais cette modification est libre. N'est-il pas prévu de légiférer sur les droits des beaux-parents, sur les enfants de leurs conjoints issus d'un premier mariage? Oui, je crois que c'était Nicolas Sarkozy qui avait ouvert cette porte. Oui, mais ça c'est plus un projet qui vise à permettre aux beaux-parents à participer à l'éducation de l'enfant, à pouvoir prendre des décisions, par exemple. On est encore sur un autre sujet, c'est l'autorité parentale. C'est l'autorité parentale. D'accord, d'ailleurs beaucoup de questions aussi arrivent sur ce sujet, mais ça sera peut-être l'occasion d'une autre émission. Un dernier conseil avant de se quitter? Il faut choisir un régime matrimonial qui ressemble à sa vie et qui ressemble à son patrimoine. Oui, parce que le patrimoine de départ est aussi très important, et surtout quand il y a des disparités entre l'un et l'autre. Effectivement, et ce n'est pas parce que le voisin va se marier en communauté de biens réduits aux acquis qui sera un régime adapté pour eux, ou le cousin, que ça sera celui qui sera adapté à votre propre situation. Moi, je rajouterais en plus, la plupart des gens l'ignorent, les régimes matrimoniaux, justement, c'est de la dentelle. Vous avez de très nombreuses dispositions du Code civil qui permettent de construire votre contrat, de l'aménager en fonction de votre situation, notamment avec des clauses matrimoniales, où vous pouvez pratiquement tout faire. Donc ce serait ridicule de ne pas s'interroger en fait, sur le bon contrat. Et bien voilà, merci à tous les deux. Muriel Gamet, je rappelle que vous êtes notaire associé au cabinet Chevreux, Chevreux Notaire, spécialisé des questions patrimoniales. Romain Massonneau, spécialisé de fiscalité chez Mieux Vivre Votre Argent. Merci à tous les deux pour vos éclairages, vos expertises. Merci à vous pour votre attention, votre fidélité et également toutes vos questions. Et n'oubliez pas, l'important dans tout ça, ça reste l'amour. À très bientôt.